Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'ensilage et pour cela je suis en compagnie de Anthony Witteval. Anthony, bonjour. Bonjour. Alors tu es ingénieur à Arvalis et tu vas me parler de conservateurs d'ensilage. Alors quel type de conservateur existe-t-il actuellement sur le marché? Oui, alors il existe plusieurs types de conservateurs qui vont avoir des actions différentes. On va essentiellement distinguer finalement, allez, on va dire trois familles, hein. D'abord les bactéries lactiques. Ouais. On distinguera ensuite les différents types qu'il peut y avoir. Les acides organiques, les enzymes, hein, qui souvent accompagnent les bactéries lactiques, et puis également les tanins. D'accord, alors comment ils agissent? Parce qu'on a principalement du coup les bactéries et l'acide propionique, c'est ça? Alors oui, pour les conservateurs dits biologiques, hein, donc Ouais. les bactéries lactiques, on va avoir donc les bactéries lactiques et puis les acides. On va attendre les conservateurs sur deux actions en particulier. La première, c'est la chute du pH, à la fois en termes de cinétique, donc de vitesse, et puis de pH final dans l'ensilage. Et on va également attendre les conservateurs sur de la stabilité aérobie, donc ce qu'on va pouvoir qualifier d'action anti-échauffement. Alors justement, Arvalis a un peu a étudié leur action sur l'ensilage d'herbe. Du coup, tu as un petit peu de recul. Quelle est leur utilité? Quelle rentabilité on peut attendre de ces conservateurs sur l'ensilage d'herbe? Oui, alors sur ensilage d'herbe, finalement, on attend une action qui se déroule essentiellement sous la bâche. Mm. Et on va dire le défaut majeur qu'on va pouvoir retrouver sur un ensilage d'herbe, c'est qu'il s'acidifie insuffisamment, parce qu'il y a beaucoup de substances tampons en fait, qui s'opposent à la baisse du pH. Et ça, c'est d'autant plus vrai que l'ensilage est de bonne qualité finalement. Et donc, on va pouvoir laisser de la place au développement de micro-organismes indésirables, que les éleveurs laitiers connaissent bien, les bactéries butyriques. Mm. Et leur action, combinée aux enzymes de la plante naturellement, vont conduire à ce qu'on appelle la protéolyse, donc en fait la prédigestion de la protéine, ce qui est plutôt une mauvaise chose en termes de valorisation ensuite par les ruminants. Donc finalement, pour prendre tout le monde un petit peu de vitesse, on va pouvoir va avoir recours aux bactéries lactiques dites homofermentaires. Alors celles-ci vont transformer les sucres solubles que contient naturellement la plante en acide lactique, qui est un acide assez fort et qui va finalement baisser le pH plus vite que si on n'avait pas traité, mais aussi atteindre un pH final plus bas, de sorte que quand on regarde en fait dans la bibliographie en France où c'est des latitudes très proches, on s'aperçoit que le témoin il perd, donc qui est non traité, hein, il perd de l'ordre de 8% de sa matière organique, alors que quand on inocule, on est de l'ordre de 4%, donc on économise 4% de matière organique en ayant inoculé le fourrage. Parce que quel coût à peu près un conservateur? Il faut compter combien? Alors les coûts, en tout cas si je donne une fourchette pour pour les, pour les bactéries lactiques, y compris pour les acides organiques d'ailleurs, hein, sur lesquels on reviendra, on est de l'ordre de 4 à 6 euros par tonne de matière sèche. Et quand on dit qu'on a économisé 4% de matière organique, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, si on applique un fourrage un coût, où on estime un coût de l'ordre de 100 à 150 euros tonne rendu silo, 4% fois 100 ou 150 euros, ça fait également entre 4 et 6 euros la tonne. Donc, Ouais, donc globalement, il y a un retour sur Mm. investissement, ne serait-ce que par la perte quantitative. D'accord, ok. Du coup, on va passer au maïs fourrage. Donc, c'est les mêmes conservateurs qu'on applique en maïs fourrage? Oui, alors ça va être les mêmes conservateurs, du moins on va pouvoir les appliquer sur maïs fourrage, mais en fait finalement sur maïs fourrage on ne traite pas tout à fait les mêmes symptômes. D'accord. Le principal souci rencontré par les éleveurs, ça va être des problèmes de stabilité aérobie, donc d'échauffement au front d'attaque. Et pour traiter, j'allais dire, ce symptôme en particulier, il y a plutôt deux conservateurs qui sont fréquemment utilisés. Le plus utilisé, ça va être les bactéries lactiques hétérofermentaires. Donc elles vont à partir de sucres solubles, là encore, transformer en acide lactique et acétique. Et puis dans une seconde transformation, produire également du 1,2-propanediol. Peu importe pour les termes, en tout cas l'acide acétique et 1,2-propanediol ont ces deux molécules des propriétés antifongiques, donc elles vont retarder, voire inhiber le développement et la croissance des levures et des moisissures qui génèrent l'échauffement. D'accord. Mais on peut aussi retrouver, donc là j'ai décrit le cas des additifs biologiques, on peut aussi retrouver l'action de l'acide propionique en tant que conservateur en tant que tel, et qui va être appliqué là aussi à la récolte et avoir des effets directs anti-échauffement. Après, ça dépend quand même principalement de la qualité de l'ensilage de maïs le jour du chantier, en fait. Oui, complètement. Si on prend l'exemple où l'utilisation d'un conservateur serait absolument inutile, c'est par exemple une situation où on garantit une entrée au silo d'un maïs à 32 ou 35% de matière sèche plante entière maximum, où on a une qualité de tassage qui fait qu'on réduit très fortement la porosité.
Et puis ce qui va venir surtout faire une grosse différence, ça va être la vitesse d'avancement au front d'attaque. Un éleveur qui garantit du 1er janvier au 31 décembre d'avancer à plus de 20 ou 25 cm par jour dans le front d'attaque, il est quasiment sûr de se retrouver sans problème d'échauffement. Et donc, dans ces situations, l'utilisation du conservateur n'est pas justifiée. Et pour des cas particuliers, si on est sur des maïs très secs en fait, à l'ensilage, des maïs desséchés, là, le conservateur a une utilité ou pas? Alors, oui, il peut avoir une utilité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les additifs biologiques que j'ai décrits tout à l'heure ont une efficacité technique, c'est-à-dire qu'ils agissent, on voit qu'ils produisent ces différentes molécules. C'est aussi vrai pour les acides. Mais le retour sur investissement, du coup, va être différent. Alors, dans ce cas précis, sur le maïs fourrage, on sait très bien décrire les modes d'action, mais on est beaucoup moins à l'aise pour parler de retour sur investissement, parce que finalement, toute situation est un petit peu particulière. Alors, dans ces situations-là, ça peut justifier techniquement. Les risques qui sont doubles. Quand on a un appareil végétatif très desséché, on risque d'avoir souvent une teneur en matière sèche élevée, d'avoir des difficultés à compacter, de se retrouver avec finalement une insuffisance d'acidification, même si le maïs fourrage est plutôt bien doté de ce point de vue-là. Voilà, le risque n'est pas nul. Et puis surtout des problèmes d'échauffement si on n'est pas capable d'avancer suffisamment au front d'attaque. Donc dans ces situations, on aura recours à la fois à des conservateurs qui vont apporter une action sur la vitesse de baisse du pH, bactéries lactiques homofermentaires, acide formique, jamais la combinaison des deux. Et puis on va aussi renforcer l'action avec un additif, on va dire anti-échauffement, comme les bactéries lactiques hétérofermentaires, ou alors l'utilisation d'acide propionique. Et du coup, on se retrouve dans le même cas dans les situations où on manque de fourrage et où on a besoin d'ouvrir le silo assez rapidement. En fait, c'est la même situation du coup? Alors, pas complètement, mais c'est vrai que ces situations peuvent se poser. Je peux en tout cas rappeler, même si là encore, c'est plus facile à dire qu'à faire, qu'un stock de report est toujours préférable, dans le sens où il permet à la fois de bénéficier, de faire des transitions en douceur, avec le nouveau millésime de maïs fourrage, mais aussi de bénéficier de l'effet d'amélioration qu'on a sur la digestion de l'amidon. Et puis troisième point qu'on néglige aussi, c'est le fait que finalement cet ensilage-là, il va avoir le temps, on va laisser le temps, en consommant un silo annexe, on va laisser le temps aux silos principaux de fermenter et de se refroidir et de faire qu'ils seront moins sensibles aux échauffements. Il n'empêche, si on est confronté à cette situation-là, qu'on a besoin de consommer très rapidement après récolte, voire même le jour même ou le lendemain, on va avoir deux problèmes. C'est que l'ensilage, il est encore chaud, puis il va même s'échauffer du fait des fermentations, et puis il va être du coup très, très instable, parce qu'il ne sera pas assez acidifié. Donc là, la solution efficace, j'allais dire techniquement et un peu partout tout le temps, c'est l'application d'acide formique et propionique. On va avoir un double effet, acidifier fortement et puis avoir un effet anti-échauffement. Pour les bactéries lactiques homofermentaires, leur usage peut se justifier, même si on risque d'être un petit peu court en termes de vitesse d'action. Et les bactéries lactiques hétérofermentaires, bien qu'elles pourraient apporter un effet anti-échauffement, mais finalement elles sont trop lentes d'action pour bénéficier pleinement de leur effet et donc de justifier leur coût dans ces situations-là. Et dans le cas où on achète du maïs qui est déjà ensilé, pour le réensiler derrière quand on manque de fourrage, en fait, est-ce que là c'est pareil, il faut mettre un conservateur ou pas? Alors la question est légitime, on peut se la poser, mais on reviendra sur les conditions d'utilisation tout à l'heure. Tous les conservateurs dont on a parlé depuis le début, tous s'appliquent de manière homogène sur le fourrage. Et donc, le seul moyen de le faire, c'est de le disposer en fait, dans les réservoirs qui sont prévus à cet effet sur les ensileuses, qu'ils soient de bas volume, de l'ordre de 30 litres ou de grand volume, pour les appliquer de manière très homogène sur la masse de fourrage, ce qu'on est incapable de faire lorsqu'on va déplacer une masse de fourrage. Donc mieux vaut reporter l'investissement en temps, en coût, sur une logistique de chantier qui fait qu'on déplace le plus rapidement possible ce fourrage-là, qu'on le tasse à nouveau et que sitôt on le referme, sitôt après l'avoir déplacé, on referme hermétiquement pour éviter finalement de laisser trop longtemps à l'oxygène. Et si on peut maîtriser aussi la date à laquelle on intervient, on choisira plutôt de faire ça dans une période froide alors on ne va pas compter sur cet effet refroidissement du fourrage, mais en tout cas, on sera à une température qui sera moins favorable au développement des levures et des moisissures. Donc autant mettre toutes les chances de son côté. Et justement, du coup, tu en parlais, quelles sont les bonnes pratiques d'utilisation du conservateur? Comment ça se dose, comment ça s'applique, autant sur l'herbe que sur le maïs, en fait? Oui, alors on va
commencer peut-être par des conditions de stockage. Alors pour les acides, finalement, c'est assez inerte. On n'est pas sur des bactéries, donc on n'est pas sur des êtres vivants. Donc les conditions de stockage, j'allais dire, sont un petit peu plus souples. En revanche, pour tout ce qui est bactéries lactiques, il y a une date de péremption qui est assez courte. Donc il s'agit de bien vérifier qu'on est encore avant cette période-là, avant cette date-là. On va éviter à tout prix les à-coups de variation de température. Alors, c'est des êtres vivants, donc ils sont capables de supporter des températures basses ou un petit peu élevées au-delà de la température ambiante, sous réserve d'y accéder progressivement. Donc attention aux à-coups de température. On évitera aussi les chocs thermiques au moment de la dilution, par exemple. Si on reprend l'exemple des bactéries, ils se présentent sous une forme de poudre. Et du coup, on choisira une eau qui est à température ambiante, en tout cas proche de température des bactéries au moment de leur mélange. Il faut bien les homogénéiser. Alors pour ça, les fabricants ont travaillé sur les technologies qui font qu'il y a assez peu de grumeaux, c'est assez facile, mais néanmoins, il faut procéder à une dilution assez énergique du produit. Et puis l'appliquer, le mettre ensuite, comme je le disais, dans les réservoirs qui sont prévus à cet effet. Donc on distingue selon les constructeurs les dispositifs sur les ensileuses, les dispositifs avec des technologies assez concentrées, il y a assez peu de litrage appliqué par heure, ou des dispositifs plutôt de grand volume, de l'ordre de 200 à plus de 300 litres, qui sont présents sur les ensileuses. Et on les applique, on va remplir le réservoir par demi-journée de chantier pour éviter les phénomènes de sédimentation dans la cuve, mais aussi pour éviter, en cas de surdosage, d'avoir consommé 100% du conservateur du chantier alors qu'on n'a fait qu'une demi-journée de travail. Oui, parce que ça peut vite coûter cher quand même. Absolument. Ouais, d'accord. Merci beaucoup, Anthony, pour tous ces conseils. Merci à vous. Et retrouvez d'autres articles à ce sujet, notamment des conseils d'Arvalis sur WebAgri.